suis rentré à l'usine, j'ai quitté l'école en juin 68 et je suis rentré à l'usine en septembre 68, fin septembre. Quand j'ai fait mes premières armes à la Cyclam à l'époque, je me suis vite aperçu que j'étais surexploité et j'ai pris très vite conscience qu'il fallait qu'on se défende. C'est là que j'ai adhéré à la CGT. En 74, il y avait les élections professionnelles. Je me suis présenté aux élections professionnelles. J'ai été élu. J'ai commencé au SMIC. J'ai fini au SMIC. Pourquoi? Enfin, je me dis, j'étais con, quoi. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'était mes idées syndicales et politiques. Voilà. Après, ça a pris un rythme de croisière, jusqu'au jour où il a revendu ça à un franc symbolique à 5 cadres de l'entreprise, dont le fameux PDG, Loré. Et c'est là que les problèmes ont sérieusement commencé. De 1991 à 1996, avec la CGT au niveau départemental, avec l'opinion publique même, on peut le dire. Sans l'opinion publique, on n'aurait pas gagné. Rassemblés sur le plan départemental et également beaucoup plus loin, parce qu'en fait, peut-être Henri vous l'a déjà dit, mais pendant toutes ces années, on a eu beaucoup d'initiatives à l'époque sur la sécurité sociale, sur d'autres questions qui appelaient des manifs nationales. Eh bien, à chaque fois, dans les manifestations nationales, il y avait la banderole de sous-vitesse avec une délégation de sous-vitesse, c'est-à-dire y compris pour lui donner une portée la plus large possible. Et ma conviction profonde, c'est que ce qui a déterminé la victoire, c'est que nous avons gagné l'opinion publique. C'est ça. Eh bien, on les a fait condamner 24 fois. Ça va donc du Conseil de prud'homme jusqu'à la Cour de cassation, Conseil d'État, en passant par la Cour d'appel de Bourges, tribunal administratif à Dijon. Voilà. Et donc, l'affaire a pris de l'ampleur quand j'ai été interviewé sur la radio locale Radio Flotteur à Clamecy, où il y a eu cette interview de moi-même à un moment où Loré, PDG, il avait entrepris de se séparer d'une filiale qui s'appelait la Société Nivernaise de Mécanique, qui était implantée là, à quoi, 150 mètres d'ici, qui était rasée, maintenant ils ont transformé en parking. Derrière la Grenouillère. Oui, derrière la Grenouillère. Et donc, j'ai été interviewé, et à la radio, j'avais parlé de ce qui se passait. Et donc, j'avais soulevé l'hypothèse qu'on fasse un droit d'alerte. Un droit d'alerte, c'est une expertise comptable, un peu poussée, et ça ne leur a pas plu. Le lendemain matin, il y avait la responsable des ressources humaines de l'époque qui courait dans tous les sens dans l'usine, parce que les salariés écoutaient l'émission de la veille au soir à leur poste de travail. Et donc c'est quand j'étais responsable du département qu'il s'est trouvé le conflit sous vitesse, puisque, vous l'avez vu dans le livre, en fait, le prétexte, ça a été l'article que j'ai publié dans Le Travailleur nivernais, après une réunion qu'on avait tenue à Clamecy, et où il y avait un fait qui paraissait extrêmement significatif, c'était la somme énorme qui avait été dégagée par l'entreprise pendant seulement 4 mois. Et c'est ça qui a déclenché, parce que, évidemment, le réflexe patronal a été sans doute une immense colère que ce fait soit dévoilé. C'est les premières pages du livre, en fait, hein, quand on montre la somme, je ne m'en rappelle plus, mais c'était 300 millions ou quelque chose comme ça, en seulement 4 mois. Donc voilà. Et donc là, à partir de là, j'ai été convoqué à un entretien préalable pour une sanction disciplinaire. Ensuite, j'ai contesté, bien entendu.
on a contesté, parce que j'étais organisé avec la CGT. Il y avait moi, mais il y avait les camarades de l'UL, il y avait les camarades de l'Union départementale, il y avait mon parti politique, Parti communiste français. Et donc on a mené la lutte, déjà rien que pour cette sanction. Et ensuite, ça c'était à la rentrée, c'est-à-dire en septembre, que ça s'est passé. Au mois de décembre, c'est là que j'ai parlé du droit d'alerte. Oui, c'est là que j'ai parlé du droit d'alerte. Il faut le reprendre dans le livre. Mais, et là, j'ai été reconvoqué à un entretien préalable parce que, soi-disant, j'avais manqué. Alors, la première fois, c'était parce que j'avais manqué, comment on dit, j'avais pas respecté la confidentialité de certaines choses qui avaient été dites en comité d'entreprise, alors que le patron n'avait jamais dit que c'était confidentiel. Là-dessus, on a saisi le conseil de prud'homme et la cour d'appel de Bourges, on a obtenu gain de cause. Hein. La sanction de la mise à pied que j'avais eue, elle a été annulée. Mais deuxième sanction, en janvier 91, ouais, c'est en janvier 91, non, janvier 92, les 2, 3 et 4 janvier 92, où là j'étais mis à pied, encore, mais on a décidé avec mon parti et mon syndicat qu'on ne respecterait pas la sanction, c'est-à-dire que je viendrais travailler le 2 janvier. Et je suis venu travailler le 2 janvier 92. Ça n'a pas duré longtemps, je suis arrivé à 7h30. À 9h, il y avait le PDG qui venait me voir en me disant Monsieur Magny, il était pas tout seul, hein, il était accompagné d'un huissier de justice, Maître Troupel de Glamsy. Et il me disait Monsieur Magny, vous êtes mis à pied à titre conservatoire. Enfin, non, pas à titre conservatoire, vous êtes mis à pied de 3 jours, je vous demanderai de quitter l'entreprise. Là-dessus, je lui ai dit Monsieur Lauré, vous m'excuserez, mais la sanction que vous m'avez infligée est totalement injustifiée. Et je ne partirai pas. Ils sont partis, mais là encore, c'était l'enchaînement, l'engrenage était en route. Hein. Dans les minutes qui ont suivi, l'ordre avait été donné qu'on ne me donne plus de pièces à mon poste de travail. Donc au bout d'un moment, je me suis retrouvé en rupture de stock. Je ne pouvais plus travailler. Alors bon, pour détendre l'atmosphère, j'ai pris un balai, j'ai commencé à balayer l'usine. Mais bon, je n'allais pas rester comme ça longtemps. Hein. Je n'allais pas balayer toute la journée. Donc j'ai continué à organiser la défense des droits des travailleurs. Mais le soir à 17h, on finissait vers 17h30, je crois. Ouais. J'étais appelé au bureau. On me disait que c'est devant le PDG. Hein. Non, c'était même pas ça. C'est devant la responsable des ressources humaines qui me remettait une lettre en main propre contre des charges dans laquelle, là, j'étais effectivement mis à pied à titre conservatoire en attendant une procédure de licenciement pour faute grave. Bon. Mis à pied à titre conservatoire, ça voulait dire normalement que je restais chez moi, puis que j'attendais que la procédure soit mise en place. Mais on a décidé que, pareil que la première mise à pied, je ne la ferai pas. Et donc, je venais travailler. Et tous les matins, j'arrivais, je prenais un camarade à témoin, j'allais voir ma responsable d'atelier, je lui disais, voilà, Jacqueline, qu'est-ce que je fais? Elle me répondait, tu es mis à pied à titre conservatoire, j'ai pas le droit de te donner de travail. Bon, on repartait, c'était tous les matins. Jusqu'au jour où il y a eu un comité d'entreprise,
Le comité d'entreprise, parce que c'était la procédure, hein. Le comité d'entreprise, majorité CGT, naturellement, a voté contre mon licenciement. Ensuite, ils ont fait une demande auprès de l'inspecteur du travail. Et l'inspecteur du travail, au bout de 2 mois, elle a annulé, elle a décidé de refuser mon licenciement. Donc, j'arrive chez moi, je reçois une lettre recommandée de l'inspectrice du travail qui refuse mon licenciement. Donc là, automatiquement, la mise à pied à titre conservatoire, elle saute automatiquement. Le lendemain, je fais comme d'habitude, je vais travailler. J'arrive dans le bureau de la chef d'équipe, enfin chef d'atelier. Alors Jacqueline, comme tous les matins, je viens te demander de me donner du travail, devant témoin, comme d'habitude. Elle me répond, non, je ne peux pas te donner du travail, t'es mis à pied à titre conservatoire. Ah, Jacqueline, je l'ai tutoyée, ma chef. C'est toujours ma voisine, je la connais depuis 50 ans. Donc, j'ai dit aujourd'hui c'est complètement différent. La mise à pied à titre conservatoire, elle a disparu puisque l'inspection du travail a refusé mon licenciement. Alors, là, elle me dit, bon, bah, elle dit, attends, je vais voir, je vais me renseigner. Ça se passait à 7h30, ça, le matin. À 10h, 10h15, peut-être 10h30, je ne sais plus. Là, elle vient me chercher, elle me met sur un poste de travail. Je travaille. Les gens étaient radieux. Mes collègues de travail, ils étaient radieux. Le délégué syndical CGT avait retrouvé son poste de travail. C'était fini, il n'y avait plus de problème. Tout rentrait dans l'ordre. Ouais, mais c'était sans compter sur le machiavélisme de cette direction. Peut-être une demi-heure après, par prise de travail, des cadres de l'entreprise, ou des sous-cadres, des quadrillons, distribuaient un papier à tout le personnel en disant que la direction s'était mise en disponibilité, qu'elle ne dirigeait plus l'entreprise, que si ça devait être le 22 janvier 92, j'étais pas licencié, il fermait l'entreprise. Chantage. Et qui licenciait 233 personnes. Gros malaise. Bon. Ouais. Naturellement, j'étais toujours délégué du personnel, membre du comité d'entreprise. J'avais des ordres de délégation, je me mettais en délégation pour organiser la lutte, quoi. La question de l'incendie criminel, elle est éloquente, parce que, alors, c'est tout à fait dans le livre, mais peut-être je peux vous redire un mot là-dessus. C'était un samedi matin donc, que l'incendie a été découvert, et Henri s'est donc réveillé avec les gendarmes qui frappaient à sa porte pour lui annoncer et lui dire de ne pas quitter Clamecy. Et donc Henri me téléphone, et je lui pour m'annoncer ça, et je lui disais tout à l'heure, ma première parole, ça a été de dire « oh les salauds ». C'est bien sûr que la première réaction, ça a été d'imaginer que l'incendie, avant qu'on connaisse réellement, donc qu'il soit établi qu'il était criminel, bien sûr, on y a pensé au crime. Alors, il y avait la réunion dont Henri vous a parlé après, où certains sont venus justement pour dire, pour accuser. Et donc, ce que nous avons fait dans le cadre de notre responsabilité, c'est que j'ai réuni le dimanche tous nos amis qui étaient membres du bureau de l'UD, c'était l'organisme collectif de direction de l'Union départementale, et puis la secrétaire administrative qui est venue, elle aussi bénévolement, le dimanche. Et donc, nous avons pris des dispositions, et les dispositions, c'était les suivantes, c'était de composer, imprimer un journal, donc notre journal spécial, le Travailleur nivernais, qui a été distribué à 50 000 exemplaires le lundi matin dans toutes les entreprises du département.
Et donc, si je me souviens bien du titre, ça devait être « Qui avait intérêt à brûler sous vitesse » ou quelque chose comme Qui ça. profite le crime, oui. Ah non, non, ça c'est l'interprétation, mais le titre était « Qui avait intérêt à faire brûler sous vitesse ». Je pense, on le vérifiera, mais c'est bien sûr ça. Non, non, bien sûr que tout le monde, effectivement, la question, non, il y est peut-être, mais pas forcément facilement, si vous l'avez retrouvé. Mais bien sûr, la question est de faire interroger qui avait intérêt à le faire. Évidemment pas nous. Évidemment pas nous. Et on verra d'ailleurs après, puisqu'il y a un témoignage d'une personne qui avait envoyé une lettre sans la signer à Henri, beaucoup plus tard, quelques années plus tard, où elle explique comment elle a vu, la veille, des cadres déménager, je ne sais pas si vous l'avez vu ça dans le livre, ça n'a pas forcément attiré votre attention, déménager des machines de l'atelier qui devait brûler à celui qui n'a pas brûlé. Et qui a remarqué que les locaux qui ont brûlé, c'était des locaux anciens. Qui avait intérêt à faire brûler sous vitesse. C'est ça, c'est bien le titre, qui avait intérêt à faire brûler sous vitesse. Donc, évidemment que les éléments concrets dont nous disposons nous amènent à penser que, bien sûr, c'était de ce côté qu'il fallait chercher. Mais alors après, là encore, les choses sont assez explicites, parce que vous avez vu, enquête, mais très rapidement arrêtée. Il ne fallait pas trouver. Elle a d'ailleurs repris quelques temps après, parce que là encore, nous avons tellement fait. Alors, voilà, j'ai même été condamné, ça vous l'avez vu, en diffamation, mais ça, c'est une condamnation qui honore, c'est pas une condamnation qui déshonore. J'ai évidemment diffamé personne, mais simplement cherché à faire avancer la vérité. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons répondu après la condamnation. Nous avons republié un journal où nous mettions qu'on cherchait à nous faire taire, mais que bien sûr on n'arriverait pas à nous faire taire. Alors à partir de là, il y a eu, comment on peut dire, il y a eu tout le personnel de l'entreprise au début était arrêté, ne pouvait plus travailler, l'usine avait cramé. Enfin, l'usine avait cramé. C'était un incendie quand même intelligent. Parce que 3 semaines après, il y avait déjà 110 personnes qui travaillaient dans l'usine. Naturellement, tous les élus CGT étaient évincés. Tous les salariés qui avaient tendance à se rebeller contre la direction, qui était vraiment immonde, étaient évincés. Tous ceux qui avaient un esprit revendicatif et combatif, ceux-là, ils n'étaient plus là. Il devait y en avoir à l'époque 55 personnes qui devaient être évincées. Et tous les délégués CGT. Par contre, il y avait des délégués force ouvrière qui étaient réintégrés sans problème, sauf quelques-uns qui ne devaient pas plaire. Pour quelle raison, je ne sais pas. Mais bon, toujours est-il qu'au bout de 3 semaines, 110 personnes retravaillaient à l'usine. Parce que bon, quand ça a brûlé, les ateliers qu'on brûlé, donc après, on ne pouvait plus prendre l'ascenseur, monter, parce que dans l'étage et tout, donc pas qu'on était peut-être bien descendu avant l'incendie, qu'on avait changé d'atelier. Après, on était vraiment... et après, bon, après l'incendie, là, ça a été plus galère. Moi, j'ai repris 3 semaines après. Et les alternateurs, on faisait tout à la main. Alors là, il y a eu, déjà même après l'incendie, il y a eu pas mal de licenciements, parce qu'ils ont pas recruté tout le monde. Et bon, après, petit à petit, ils en ont rappelé. Mais après, on avait beaucoup de modules. Donc, robotisés, ce qui veut dire suppression de poste. Hein, donc, voilà. Et là, il n'y avait pas moyen de rentrer, quoi. À chaque fois, il y avait les chiens policiers, les vigiles qui étaient là, avec des talkie-walkie. Et on a décidé, avec l'union départementale, l'union locale, mon parti politique, le Parti communiste, de créer un comité de soutien à Henri Magny. À l'époque, c'était le comité de soutien à Henri Magny. Ça, c'était tout ça, c'était donc en quelle année, toi, qui n'avais pas sous les yeux? Je viens de le voir, c'est comme j'ai tourné. Et alors le comité de soutien, il était composé de plein de monde,
des personnalités du C'était département, beaucoup de la région de Clamecy, des gens qui n'étaient pas forcément à la CGT ou au Parti communiste. Hein. C'est clair. Hein. Alors naturellement, il y avait, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y avait le syndicat Force Ouvrière, il y avait le syndicat Force Ouvrière qui tirait pas dans le bon sens. Il aurait dû normalement prendre ma défense. Il n'a jamais pris ma défense. Hein. Au contraire, il me tirait dans les pattes même. C'est dans le livre. Hein. Et il y avait des gens, des militants même de la CFDT, dont celui qui est devenu mon beau-frère, son frère, qui est malheureusement décédé depuis. Il y avait même un gars de Force Ouvrière, pourtant on avait un syndicat Force Ouvrière qui était un comité de soutien, un instituteur ou un professeur, je ne sais plus, un enseignant en tout cas, de Clamecy, qui était dans le comité de soutien. Et alors le comité de soutien, quand ils ont licencié 55 personnes aussi, le comité de soutien Henri Magny, il s'est transformé. Il est devenu le comité de soutien aux salariés de Soubitez. Et il a fallu, encore une fois, donc, que les choses avancent dans l'opinion. Alors comment les choses ont avancé dans l'opinion? D'abord par tout ce qu'on a écrit, démontré, etc. Et puis par les jugements qu'on a relayés, parce que il faut encore souligner cette partie. Si on la regarde sous un certain angle, on pourrait dire, mais en fait, c'est une succession d'affaires juridiques. Oui et non. Les affaires juridiques sont seulement un des éléments d'une immense bataille. Ce qui nous a permis, là encore, de nous trouver, alors l'aide absolument de l'avocate avec laquelle on travaillait, Maître Laudet, qui est citée dans le livre, mais aussi un collectif, on avait un collectif militant qui existait, avec les conseillers prud'hommes qui ont donc toute une expérience, et puis les gens qui, comme Henri, ont fait les deux, mais qui assistaient les salariés pour défendre leur dossier dans les conseils de prud'hommes. Et donc c'est toujours en travaillant avec ces collectifs qu'on a trouvé comment faire en sorte que les jugements, parce que quand un jugement dit c'est le patron qui a raison, par exemple, dans l'opinion, c'est extrêmement défavorable. Et donc il fallait trouver à chaque fois comment faire en sorte que le jugement, même parce que parfois on était en difficulté sur les jugements, ce n'est pas si simple devant les juges, il fallait trouver comment faire en sorte qu'il y ait un élément qui tout de même reconnaisse la culpabilité du patron dans la violation des droits ou dans d'autres. Et c'est ce qui a donné qu'au bout du compte, une majorité du jugement ont été, j'ai presque envie de dire, obligés de dire que le patron n'avait pas raison. Alors ça, c'était un élément qui nourrissait aussi la clarté dans l'opinion publique. Et puis, il a fallu faire face aux difficultés financières, puisque les salaires n'ont pas toujours été versés, et il a fallu, pendant 2 ans, assurer le salaire. On l'a assuré de 2 façons, il a peut-être Henri vous a dit tout ça, et je le répète, mais on l'a assuré de 2 façons, en fait, avec les astreintes ou les indemnités que le patron devait payer après les jugements, et d'autre part, en faisant une solidarité financière à travers les militants, peut-être quelques collectes, en tout cas à travers les militants, on a fait des versements, et du coup, les salaires ont malgré tout été payés. Et Henri, en parlant tout à l'heure, ressoulevait cette question dont vous avez sans doute déjà parlé aussi, c'est qu'ils ont été 5 ans empêchés de travailler, mais ils n'ont jamais été licenciés. Ils ont reformé, moi et puis Michel Simonet, ils ont reformé un recours donc, devant l'inspection du travail pour qu'on soit licencié, encore. En tout, je dois en avoir 3 des tentatives de licenciement qu'ils ont ça a échoué. Quand vous regardez, il y a je ne sais plus combien de jugements, une vingtaine. Il y en a 27, 25, 26, enfin tout. Mais donc, c'est une somme considérable de jugements. Mais il ne faut pas croire que les jugements positifs en faveur du droit des salariés tombent automatiquement. Surtout pas. Surtout pas. Parce que les juges eux-mêmes sont soumis à la pression d'un certain nombre de forces. Derrière Jean-Pierre Lauré, très rapidement, c'est le patronat nivernais, l'organisation patronale qui s'est positionnée. D'ailleurs, l'avocat qui a été choisi pour aider Jean-Pierre Lauré à chaque fois, c'était un avocat que nous avons bien connu,
avec lequel nous avons des relations de longue date, c'était tout à fait l'avocat identifié comme étant l'avocat du patronat, Maître Lechat à Nevers, dont vous avez sans doute déjà parlé. Donc il y a eu ça, et puis il y a eu les forces politiques. Il y a eu, on l'a remis dans le livre, mais quand vous voyez à un moment donné, après l'incendie, dont peut-être on reparlera, mais qui était et comment un élément d'une importance considérable, quand vous voyez ensuite la députée RPR aller visiter l'entreprise et saluer les efforts de l'entreprise, de redéveloppement de l'entreprise, ça montre bien qu'il y avait des forces politiques qui étaient engagées. Et puis, y compris le conseiller municipal d'opposition de droite, donc, à Clamecy. Et puis, il y en a d'autres qui ne s'engageaient pas, ce qui était regrettable. C'était le Parti socialiste, le maire de PS de Clamecy, auquel Henri était adjoint, et qui ont, le plus longtemps qu'ils ont pu avoir, une attitude de neutralité, entre guillemets, ou en tout cas de non-engagement, voire de complaisance en cherchant à surtout ne pas prendre position pour les salariés. Donc, heureusement, il y avait une force politique, le Parti communiste, qui apparaît tout à fait dans le livre, et qui, elle, s'est engagée du côté des droits des salariés, et donc qui a épaulé le combat syndical. Alors là, ils ont adopté une nouvelle technique. C'était d'essayer d'acheter les élus CGT. Ils ont proposé de l'argent à tous les élus CGT, sauf à Henri Magny. Sauf à Henri Magny. Alors, il y en a qui ont accepté. Il y en a qui ont accepté. Sauf deux. Les deux, c'était Michel Simonet et le délégué syndical CGT Henri Magny. On a refusé tous les deux. Non, c'est vrai, c'est Michel Simonet qui a refusé. Moi, j'étais pas convoqué. Ça ressort dans le livre. En réalité, j'en avais un peu marre. J'aurais bien voulu aussi être comme les autres. Pouvoir dire, je tirais un trait là-dessus, je passe à autre chose. Mais je me suis dit quand même... bon, toujours est-il que j'ai laissé sous-entendre que je pouvais aussi être intéressé par une rupture à l'amiable de mon contrat de travail. Et effectivement, ça a marché, puisque dans les jours qui suivaient, je recevais un coup de téléphone de la responsable des ressources humaines qui me disait qu'on pouvait effectivement envisager une négociation sur mon départ négocié. Mais il y avait notre secrétaire de l'union départementale qui m'attendait ici même. Pas tout à fait ici, mais dans la pièce à côté là-bas, dans notre ancien local. Et donc, naturellement, ça ne lui plaisait pas que j'avais signé cette transaction. Et il continuait à me dire... Je dis oui, Jean-Claude, tu te rends pas compte de ce qu'on vit? Si, mais tu te rends compte. Puis finalement, il a réussi à me convaincre. Non, c'est pas... Si, il a réussi à me convaincre. D'ailleurs, je l'explique dans mon livre, à quel moment j'ai été convaincu que je faisais fausse route. Tu lui as dit, mais non. Que je faisais fausse route, d'ailleurs. Il était de soutien. Il continuait à me parler à un certain moment. J'étais assis au bureau, comme là, et lui, je me rappelle, il était debout à côté. Et on discutait. Puis tout à coup, je me suis mis à rigoler. Puis il me dit, ça te fait rire? Il dit, moi, ça me fait pas rire, il me dit. Je dis, Jean-Claude, assis-toi. Assis-toi. Prends un papier, un crayon. La transaction, je la dénonce. Et donc, j'ai dénoncé la transaction. À la limite, j'étais même pas obligé de la dénoncer, la transaction. Parce que devant la justice, elle n'aurait pas été valable. Alors j'explique pourquoi elle n'aurait pas été valable. C'est que j'ai signé la transaction avant d'être licencié. Et une transaction, pour être valable, elle peut être signée qu'après licenciement. Mais bon, c'est comme ça. Ils étaient pourtant conseillés par un avocat de Nevers qui s'appelait Maître Lechat. Ça s'invente pas. Ça fait penser que notre chat il est tout seul à la maison.
J'espère qu'il n'y a pas faire de bêtises. Et donc, on a donc dénoncé cette transaction. Mais bien sûr qu'il faut en même temps se remémorer ce que ça représentait, par exemple, pour les petits jeunes qui étaient avec Henri, qui ont tenu un moment, et puis qui, à un moment, certains ont flanché, ce qu'on a pu complètement comprendre. Hein. Mais, donc, oui, il y a tout à fait l'épisode où ils se sont dit, du côté patronal, bon, on va leur présenter un chèque, et puis les choses vont être réglées. Alors donc... On a à la fois utilisé, bien sûr on a utilisé, mais je n'ai pas besoin de redire tout ce qui est écrit dans le livre, Henri a dit tout ça. Donc c'était compliqué, c'est la bonne porte qui a été trouvée, et qui a elle aussi en fait servi donc, à faire avancer dans l'opinion, parce que c'était une belle somme. Je dis, c'est 30 000 €, donc aujourd'hui, quand on présente 30 000 € à quelqu'un qui est payé au SMIC, c'est une très belle somme, même pour quelqu'un qui n'est pas payé au SMIC d'ailleurs, mais donc quelqu'un qui est payé au SMIC, c'est une très belle somme. Donc effectivement, ça a été un grand moment. Mais après, on a saisi le Conseil de prud'homme sur le fond. Et sur le fond, ils ont trouvé une juge des partiteurs, parce que qu'est-ce que c'est que ça? Ou de partitrice maintenant on dit. Alors, là c'est un petit point de procédure qu'il faut que j'aborde. C'est que devant le Conseil de prud'homme, comme je le disais tout à l'heure, c'est le tribunal du contrat de travail, c'est-à-dire les conflits qu'il peut y avoir entre un salarié et un employeur. Comment ça marche? Sur le fond, en référé, il y en a deux, il y a un salarié et un employeur au Conseil de prud'homme. S'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ça va en départage, mais là, notre référé, il n'y a pas eu de départage pour la réintégration. C'est une juge professionnelle qui a... Mais si, il y a eu des départages aussi. C'est une juge professionnelle aussi qui a pris la décision. C'est-à-dire qu'ils sont deux en référé, ils sont 4 sur le fond. Ils étaient 4 sur le fond, mais c'est pareil, ça allait en départage. C'est-à-dire que 4, ça fait 2 et 2. Donc s'il y a 2 salariés et 2 employeurs, si les 4 ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une décision, c'est replaidé devant la même formation avec une personne en plus, c'est un juge des partiteurs. Et donc c'est ce qui s'est passé. Ce jour-là, je ne sais plus quelle date, le Conseil de prud'homme en départage, ils ont trouvé une juge pour dire qu'effectivement, moi et Michel Simonet, on était démissionnaires. À me le faire. Naturellement, on a fait appel. Non, après, on a su, la juge, de toute façon. On a fait appel de la décision. Alors. On a fait appel de la décision. Quand on fait appel, tout ça, ça demande des mois, ça a demandé près de 2 ans. Hein. Ça a demandé près de 2 ans. Jusque... Alors, j'ai oublié encore un truc qu'il faut que je dise. C'est que les salariés qui avaient été licenciés, eux, ils ont reçu une lettre de licenciement. Ils ont reçu des indemnités de licenciement. Mais sur les 55 qu'il y a eu de licenciés, il doit y en avoir 22 qu'on saisit le Conseil de prud'homme. Qu'on a défendu aussi devant le Conseil de prud'homme et devant la Cour d'appel. On leur a obtenu des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. D'ailleurs, toute la liste, elle est dans le livre. Devant la Cour d'appel de Bourges, on a été convoqués pour moi et Michel Simonet. Novembre Décembre. Le 8 décembre. Le 8 décembre 95. Michel Simonet était concerné, là, on appelle, hein? Je me rappelle plus. Pour la réintégration. Ben oui. Je sais plus. Ben si. Enfin bon. Ben si, elle était concernée. Toujours est-il que on a plaidé devant la Cour d'appel le 5 décembre 95, le 8 décembre 95, et la décision devait être rendue le 5 janvier 96. Mais pour corroborer ce que je disais tout à l'heure, ils ont quand même trouvé un juge au bout de presque 5 ans, enfin une juge plus précisément, puisqu'elle était une dame,
une juge Pas pour... 5 ans, 3 ans. C'était seulement 3 ans, c'était pas 4 ans? La procédure d'appel, elle a duré encore après. Ah d'accord, d'accord. Mais donc, au bout quand même de tant de temps, ils ont trouvé une juge qui a, alors absolument avec rien pour étayer sa décision, considéré qu'ils avaient démissionné. Ils ont abandonné notre poste. Démissionné. Alors ça, il fallait le faire. Mais là, vraiment, sur leur partie juridique, ils étaient vraiment très faibles de ce point de vue, parce que obtenir un jugement qui considérait la démission et avoir fait, par exemple, continuer à mettre le bulletin de salaire pendant le mois. Ils disaient que tu avais démissionné le 7, quelque chose comme ça, et ils ont le bulletin de salaire allait jusqu'à fin janvier. Donc c'était vraiment complètement incohérent. Il n'empêche, ça peut être complètement incohérent, ça peut être complètement inexact, et ça peut devenir, entre parenthèses, une légalité si un organe se prononce pour, et ensuite si ça va être confirmé. Alors, heureusement, bien sûr, on a continué à se battre, et la cour d'appel, où il y avait des juges qui étaient bien plus sourcilleux de la légalité et du respect du droit, ont effectivement constitué le point final avec la décision. Parce qu'on a fait une demande de réintégration en référé devant le Conseil de prud'homme. Là, j'abrège, je vais beaucoup plus vite. Là. Demande de réintégration devant le référé prud'homal. Parce qu'on allait souvent, on allait avec des témoins, on allait devant l'usine. Je demandais à rentrer, on me refusait l'entrée. Les témoins, ils faisaient immédiatement une attestation, un témoignage. Et donc, à partir de là, le référé prud'homal, il s'est prononcé. Il s'est prononcé pour ma réintégration. Ouais. Je ne me rappelle plus de la date, c'était au mois de décembre, je crois. 93, ouais. Enfin, vous revérifiez. Mais ça tombait toujours, malheureusement, les décisions, notamment celles de la direction, elles tombaient toujours à un moment où l'usine était en vacances. Et donc là, c'était les vacances de fin d'année. Et on reçoit la décision du référé prud'homal. On la reçoit quasiment la veille qu'on savait que les salariés étaient en vacances. Donc on se dit, on réfléchit et puis on se dit si on va à l'usine maintenant, on va trouver porte close, donc c'est peut-être pas la peine qu'on aille tout de suite à l'usine, qu'on aille se présenter avec notre ordonnance de référé, de réintégration. Et on décide d'attendre la rentrée, ça devait être le 6 janvier. Et le 6 janvier, donc, on y va. On nous refuse l'entrée. Et là, relettre commandée, avec accusé de réception. Le patron nous dit que j'étais, je ne sais plus si oui, Michel Simonet aussi était dans le Oui. ouais. Il y avait aussi un référé pour elle. Mhm. Oui. Le patron nous écrit en nous disant l'ordonnance de référé est datée du temps. Là, vous avez dû la recevoir tel jour. Vous ne vous êtes pas présenté le lendemain à l'usine. Donc, vous avez abandonné votre poste de travail. Faut quand même le faire, hein. Ça fait 3 ans, hein. 3 ans qu'ils nous interdisent l'usine. Et qu'ils nous payent, parce qu'il y a aussi une péripétie, c'est que quand on a dénoncé, quand j'ai dénoncé la transaction, ils ont arrêté de nous payer, moi et Michel Simonet. Ouais. Donc il a fallu encore aller devant la justice. Ils ont été condamnés à nous payer nos salaires sous astreinte. Donc ils ont repris le paiement des salaires. Et donc on est considéré comme étant, on a abandonné notre poste de travail, on est considéré comme étant démissionnaire. 3 ans après. Et là, ils nous arrêtent de nous payer aussi là. Ils nous coupent les vivres, top, terminé.
Ça a duré beaucoup plus longtemps, là, 2 ans. 2 ans, on a vécu de la solidarité, c'est-à-dire que tous les mois, l'union locale, l'union départementale s'adressait aux salariés du département pour faire la quête. Ce qui me marquait, c'est quand on allait à la barrière et que les gens étaient sortis, que les gens sortaient, et puis tu voyais, il y avait un groupe qui était devant, alors qui criait contre lui. Et par contre, je sais que, bon, que quand Henri venait à l'usine, il voulait venir, on l'empêchait de rentrer. Et ça, on nous obligeait à descendre. Je me rappelle, allez, il faut descendre à la barrière. Ah bon, alors nous, on descendait à la barrière parce qu'on on nous disait qu'il faut descendre à la barrière, quoi, pour pas qu'Henri rentre. Et nous, on était derrière et on se disait, bon, qu'on empêche Henri de rentrer. Vous voyez pas pourquoi. On se rend bien compte que pendant la plus grande partie du temps, l'opinion du côté patronal était relayée de manière complaisante. C'est malheureusement, même quand il y a eu les fameux tracts affichés dans l'usine et distribués en ville, qui disaient il faut qu'Henri Magny s'en aille par tout moyen. C'était absolument extraordinaire que ça ne saute pas aux yeux de dire c'est impensable, intolérable. Donc il y a eu ça. Après, il y a eu les élections professionnelles, premières élections professionnelles après la réintégration. Michel a été réélu, moi aussi, parce qu'on faisait 40% des voix quand même, immédiatement. Parce que ce qui était bien, c'était aussi que dans le même temps où il y avait les élections professionnelles à l'usine, il y avait les élections prud'homales qui s'organisaient Oui. au niveau national et départemental. Ce qui était curieux, c'était que, alors ça c'est pareil, je ne l'ai pas dit, mais c'est dans le livre, ils ont quand même réussi à organiser des élections de délégués du personnel comité d'entreprise à l'usine. Ils organisaient ça dans un réfectoire, dans la pénombre, avec des petites lumières au plafond, avec les chiens policiers, avec un huissier. C'était très démocratique. Très démocratique. On récoltait quand même encore 7 voix, nous. Oui, Michel Simonet. Dans le même temps, il y avait les élections prud'homales. Les gens, ils venaient voter, les gens de Soubitez, ils venaient voter à la salle polyvalente à Clamzy. Et là, la CGT, j'étais encore pas candidat. Si, j'étais candidat. Si, t'étais candidat. J'étais candidat, mais j'étais pas encore en position d'élu. Non. Mais t'étais sur les listes. J'étais sur la liste de l'industrie, et la CGT faisait un score remarquable. Alors qu'à l'usine, bah oui. ça marchait pas. Ah non. Pas facile d'aller voter avec un fusil dans le dos. Ah oui, non. Puis voter CGT en cette période, c'était même pour les gens la peur, hein. Mais j'ai juste oublié une partie dont il faut que je parle également, c'est que nous avons cherché pendant 2 ou 3 ans, mais à nouer des liens, malgré tout, avec la direction, Loret, en lien avec la sous-préfecture, et en lien avec une avocate parisienne qu'ils avaient cherché à faire venir en renfort, qui s'appelait Maître Jodel, et avec laquelle nous avons eu un cycle de discussion qui a duré pendant un certain temps, et qui n'a pas permis d'avancer beaucoup, mais qui malgré tout confortait notre bataille dans l'opinion publique, parce que nous avons pu démontrer que nous avions une volonté de négociation, que nous avions une volonté de conciliation, que nous avions une volonté de faire en sorte que les choses s'arrêtent, malgré tout le reste, et d'aller vers une issue positive. Donc ça nourrissait l'essentiel, c'est-à-dire l'opinion publique. Donc le 5 janvier 1996, je me lève le matin. J'étais un petit peu anxieux quand même. Même beaucoup. Je me disais, qu'est-ce que ça va donner? Parce que là, c'était tout. C'était tout ou rien. Hein. Soit la cour d'appel, elle disait que le conseil de prud'homme avait raison, et puis après il y avait encore la cour de cassation. Soit elle disait qu'elle réformait le jugement du conseil de prud'homme.
Très anxieux. Et je me rappelle ce jour-là, je dois l'expliquer dans le livre. J'étais membre de la commission exécutive de l'Union départementale. C'est une institution. Tous les mois, on a une commission exécutive. Ça fait partie de nos statuts. Ça. Ouais. Et donc, je vais à cette commission exécutive. Le matin, je me lève. Déjà, je téléphone à la cour d'appel. Je demande d'avoir le résultat. Ah non, c'est pas possible que vous le donnez maintenant. Il faudra rappeler. J'ai rappelé plusieurs fois, je crois. Je ne voulais pas rappeler. Je n'osais pas trop, parce que c'est ça le problème. Je ne voulais pas rappeler. On est pressé d'avoir la décision, mais en même temps, quelque part, on a des craintes. Voilà. Bon, je vais à Nevers, à cette commission exécutive. Je téléphone de Nevers. Et ben c'est pareil, on me dit non, on ne peut pas vous le donner. L'audience n'est pas terminée. On aura le jugement que quand l'audience sera terminée. Bon. Puis à un certain moment pendant la commission exécutive, pendant la réunion, je redescends au bureau, je téléphone. Et là, on me dit voilà, on va vous le donner. J'avais besoin que d'un seul mot, moi. Le mot, c'était réforme. Oui, le reste Il est venu. La cour d'appel réforme le jugement du conseil de prud'homme. Alors là, je savais que j'avais gagné. Qu'on avait gagné. Et voilà, je savais qu'on avait gagné. Je suis remonté à la commission exécutive. J'ai demandé la parole. J'ai annoncé ça à tous mes camarades de la commission exécutive. Après, il fallait organiser cette réintégration, parce que là, ils n'avaient plus grand-chose non plus. Hein. Si, ils avaient la Cour de cassation, mais bon. Et en même temps, ça changeait de patron. Le PDG, il venait de changer de patron. C'est à l'époque où ils ont commencé à changer de nom, c'est-à-dire ça s'appelait Marvi France. La SAS Marvi France. Ouais. Alors la réintégration, évidemment, ça a été quelque chose. On a choisi de ne pas de le faire dans des conditions les plus naturelles possibles, en accompagnant Henri, évidemment, pas le laisser rentrer tout seul, en l'accompagnant, Josiane filmant depuis la voiture, mais en tout cas en cherchant à ne faire absolument rien qui aurait pu être interprété comme une provocation et qui aurait pu encore faire que les choses repartent ou s'enveniment. Et donc, ça s'est très bien passé. Et ce que je veux souligner, oui, c'est ça. C'est que Henri rentrait avec Michel, qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est chacun à son niveau, mais Michel, j'ai un extraordinaire souvenir de Michel. Rentrer dans cette usine, après tout ça, ça n'est pas quelque chose d'anodin. Et je me souviens d'un collègue secrétaire d'UD dans un département voisin qui me disait « ça n'a jamais marché ». Parce que sans avoir des conflits aussi longs, il y avait quelquefois des conflits et des délégués qui pouvaient être réintégrés. Et souvent, c'était un échec parce que ça ne va pas de soi de retrouver le contact avec les salariés, avec qui il y a eu des tensions, et les salariés eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils pensent, enfin, etc. Or, avec Henri, qu'est-ce qui s'est passé? Il est redevenu le délégué qu'il était auparavant, et il a surtout, on le voit bien, il le remet bien dans le livre, mais il a surtout fait triompher les rapports humains, y compris avec ceux qui avaient eu des attitudes extraordinairement négatives vis-à-vis du syndicat et vis-à-vis de toi. Et ça, c'est formidable, puisque ensuite, les gens se sont mis à voter selon leur opinion, comme ils le faisaient avant, et la CGT est redevenue majoritaire. Ce qui était la démonstration la plus éclatante que nous avions mis en échec une immense machination. On ne peut pas appeler les choses autrement, puisque jamais les gens n'avaient voulu que tu sois dehors, même quand certains les ont organisés pour essayer de le faire croire, et jamais les gens n'ont rejeté le syndicat CGT. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Et puis ensuite, je suis bien content d'avoir proposé à mon ami Bernard Dubresson de proposer Henri pour qu'il soit élu
non seulement au Conseil de prud'homme, mais surtout à la présidence du Conseil de prud'homme, parce que là encore, quel événement! Parce que la présidence du Conseil de prud'homme, entre les organisations syndicales, pendant tout un temps, ça a été un enjeu. La CFDT l'a occupé pendant un certain temps, et là encore, il y avait tout un débat d'idées qui occupera cette responsabilité qui est très importante, même si malheureusement depuis, les conseils de prud'homme aussi ont perdu énormément de leurs compétences, et c'est bien malheureux pour les salariés. Mais donc, Henri à la présidence, il le souligne, la première fois, il est élu juste avec les voix des conseillers CGT. Au troisième tour. Au troisième tour, bien sûr, parce que nous avions la majorité compte tenu de notre audience dans le département. Sinon, ça n'est pas lui. Et que se passe-t-il? Il travaille, c'est quand même formidable, avec des conseillers prud'homaux patrons. Et même si ce sont des juges, des vrais juges, vous le savez ça sûrement, mais ce sont des juges élus, mais donc des syndicalistes salariés et des syndicalistes patronaux. Et donc il y a forcément dans leur rapport, le rapport qui existe, donc un peu conflictuel, et donc Henri travaille avec... Et ça se passe tellement bien que pendant X fois, il est réélu ensuite, vous l'avez vu, mais il est réélu non seulement par les conseillers salariés, mais par les autres. Ça, c'est formidable. Alors, pas par les patrons, puisque ça, on va te la connaître. Mais n'empêche, non, mais il n'est pas élu par les patrons. Par contre, les patrons reconnaissent aussi et ta compétence et la façon dont tu travailles. Et ça, c'est formidable. Mais ça vous ramène, peut-être ça sera la conclusion, à ce que je vous ai dit au départ, c'est-à-dire que notre conception de travail et d'activité, c'est comment rassembler. Voilà, et donc le 29 janvier 96, nous étions réintégrés à 8h30. On nous voit sur le DVD, on nous voit partir avec nos voitures, avec une 405 rouge. Et puis Michel avec sa de chaud. Et puis on a prévu de faire une petite fête. C'était le 9 février, je crois. Je sais pas la date là. C'est les dates, c'était plus facile. 9 février, on a fait cette petite fête, qui a été filmée aussi, on a fait le DVD. Et puis, on a fait cette fête. C'est d'ailleurs à l'occasion de cette fête, c'est aussi dans le DVD, où j'ai demandé la main de ma femme publiquement. On n'était pas mariés. Sans me demander, hein, sans me le dire, parce que moi j'étais surprise. Les discours, on les avait préparés un peu à l'avance, collectivement. Mais moi j'avais gardé une page secrète. Oui, parce que je tapais tous les machins, moi, normalement, mais celle-là, j'ai pas, il me l'avait pas donnée. Ça a surpris tout le monde, hein, même même Jean-Claude Lebrun. Bah, même moi. Tu peux pas refuser? Bah non. Non, mais bon, je m'y attendais quand même pas comme ça. Enfin, je vais rendre hommage ce soir à ma femme Josiane, qui a été à mes côtés pendant ces 5 ans. Elle a fait plus que d'être à mes côtés. Excusez-moi. Elle m'a constamment aidé, m'accompagnant partout à chaque fois qu'elle le pouvait, et elle le pouvait souvent. Elle m'a remonté le moral dans les pires moments. Il y en a eu. C'est aussi beaucoup grâce à elle que j'ai pu tenir, et je l'en remercie. Et je voudrais vous dire ce soir, puisque je profite de l'occasion pour vous dire que c'est encore pas tout à fait ma femme, mais que j'envisage très sérieusement de... J'étais plus élu. Michel non plus n'était plus élu. Non, puisque c'était Force Ouvrière qui avait... C'était Force Ouvrière qui avait la main mise sur le comité d'entreprise. Ah oui, il n'y avait plus personne dedans. Et puis, j'ai commencé par redistribuer des tracts au niveau syndical. Parce que moi, j'étais plus élu, mais j'étais quand même délégué syndical. Donc, j'assistais aux réunions du comité d'entreprise. Michel, non, mais moi, si. Voilà, je m'activais. Et puis... j'ai fait une première pétition après la réintégration.
ça me permet de dire autre chose. Dans le mouvement lui-même, je parle dans nos organisations, y compris, c'était un débat permanent. Il ne faut pas croire que les choses vont de soi pour tenir le coup pendant tant de temps. Parce qu'en 98, donc entre-temps, entre notre intégration avec Michel et puis les deuxièmes élections professionnelles, j'ai aussi été élu président du conseil de prud'homme de Nevers, quand même. Un bon pied de nez, hein. Oui, c'est sûr. Voilà, puis après, j'ai continué à militer avec Michel, avec l'UL, avec l'UD. Puis Je suis arrivé au bout. Hein. Au conseil de prud'homme. Puis je milite toujours un peu. Au conseil de prud'homme, tu as eu des difficultés au début parce que quand tu es arrivé, les patrons, ils ne te voyaient pas d'un bon oeil. Hein. Au prud'homme, oui. Parce qu'il y avait quand même des conseillers prud'hommes patrons qui étaient dans l'affaire Soubitès qui jugeaient. Donc il y en a quelques-uns qui ont quand même donné rendu des jugements contre toi aussi. Hein. Ils ne te voyaient pas d'un bon oeil. Là, jamais, ils ont rendu du jugement contre moi. Parce que ça a toujours été en départage. Oui, mais bon. Ils n'étaient pas d'accord puisque ça a été un départage. Ils se battaient, hein. Et quand il est arrivé, ils se sont dit, Magny, au conseil de prud'homme, attention. Puis la première fois que je me suis présenté au conseil de prud'homme pour être élu, j'étais élu, puis j'étais tête de liste. Mais non, c'est Henri qui l'écrit, mais c'est un travail collectif. De toute façon, collectif est le maître mot pour aller à la victoire. Il n'y a pas collectif. Toute cette histoire du mouvement ouvrier nivernais et clamsicois a fait l'objet en 2014 d'un livre intitulé « La victoire des droits », c'est moi qui l'ai écrit, et des exemplaires sont encore disponibles. Si cette victoire a été possible à l'époque, c'est parce que l'opinion publique était mobilisée et que la solidarité était exemplaire. Les 2 militants CGT interdits d'usine pendant 5 ans et privés de revenus pendant 2 ans ont survécu grâce à cette solidarité. Je vous remercie.